Bonjour à toutes. Je regarde toujours avant de démarrer si on a quand même quelques hommes dans la salle, mais il y en a toujours un peu. Donc, on est toujours ravis d'être à Mixité. Si on est là, nous, la tribune, ici, avec vous, Caisse d'épargne de France, c'est pas un hasard. On est autant engagés que vous sur le territoire de l'égalité économique femmes-hommes, et plus particulièrement celui de l'entrepreneuriat au féminin. Je vais juste vous donner deux chiffres sur l'entrepreneuriat au féminin. Les femmes sont aujourd'hui presque 70% à vouloir créer leur entreprise. C'est pas un petit chiffre. Et eh bien, hélas, les femmes sont seulement 29% à le faire aujourd'hui. Donc il y a, comme on dit, encore beaucoup de travail à faire pour éviter que ce fossé continue de se creuser, parce qu'on a beaucoup de mal à le combler. C'est qu'on est là ici justement pour encourager toutes celles qui hésitent encore. Et puis un autre chiffre qui va en dire long, j'imagine, pour vous tous ici. Selon une dernière étude qui a eu lieu en 2015 au cabinet McKinsey, s'il y avait la parité en France, ce serait 200 milliards d'euros supplémentaires dans le produit intérieur brut de la France. Voilà pourquoi je suis heureuse que nous avons quelques hommes avec nous et que petit à petit, on essaye d'avoir une salle à mixité. Alors, pour démarrer cette matinale, on a le plaisir d'avoir avec nous Christine Guery. Vous êtes membre du directoire, en charge du pôle ressources et conduite du changement et d'épargne France. Donc, je vais immédiatement vous donner la parole parce qu'on a discuté longuement pour préparer cette matinale. Et bien évidemment, on partage le même sentiment sur l'égalité économique femmes-hommes comme le décroissance pour l'homme. Tout à fait, je vous remercie. Alors, bonjour à tous et à toutes. Pour cette heure matinale, ce qui est assez adéquat pour une matinale, mais surtout sur un sujet, vous savez, qui nous tient particulièrement à cœur au sein de la Caisse. Alors, peut-être, ce que je vous propose, c'est peut-être de vous poser pourquoi, pour une entreprise comme la Caisse d'épargne de France, le sujet de mixité, c'est un sujet à valeur ajoutée. On peut aborder la mixité sous l'angle j'ai envie de dire, de l'éthique. Ça nous arrive assez souvent parce que vous êtes quelques-unes à participer à notre réseau et à nos actions, mais fondamentalement, il y a un enjeu essentiel qui se traduit aussi au niveau national, effectivement la place de la femme dans l'économie et son rôle dans l'économie. Je n'ai aucune action dans la production cinématographique, mais il se trouve que hier soir, j'ai eu l'occasion de regarder un film qui vient de sortir, qui est sorti à mon avis il y a quelques mois, qui s'appelle Pentagon Papers. Je vous conseille de le voir. Non seulement c'est un bon film, je pense que c'est le dernier Spielberg, mais de surcroît, il y a une distribution très intéressante puisque c'est Meryl Streep et Tom Hanks, mais c'est surtout, non pas le principe du scénario, mais le rôle interprété par Meryl Streep qui m'a fait, hier soir on a couché, me dire j'en parlerai demain matin. Donc si vous ne l'avez pas vu, il faut vraiment aller le voir, parce qu'en fait, c'est l'histoire d'une femme qui se retrouve à la tête d'une entreprise par hasard. Le tout dans les années, au début des années 70. Et elle se trouve à la tête de pas n'importe quelle entreprise, elle se retrouve à la tête du Washington Post. Et tout le film raconte le cheminement de cette femme qui passe d'épouse, de veuve, puisqu'en fait elle en hérite suite au décès de son mari, puisque son père avait transmis le journal non pas à sa fille, mais au mari de sa fille. Ça donne une idée aussi du chemin qui a été fait en quelques 40 ans sur ces sujets-là. Et c'est tout le cheminement qui va être le sien pour passer du rôle d'héritière dans un monde d'hommes à un rôle de chef d'entreprise et de décisionnaire. Et elle prendra une décision majeure, puisque l'histoire est effectivement vraie, elle prendra une décision majeure qui sera de prendre le relais du New York Times qui avait été interdit de publication des premiers documents secrets qui étaient sortis sur toute l'histoire de la guerre du Vietnam. Et c'est ce qui déclenchera l'ouverture de la boîte de Pandore
les opérations PayPost, pour les appeler comme ça, qui sera suivi très rapidement par l'affaire de Watergate. Donc vraiment, vous pouvez passer un bon moment, mais surtout éclairer cette démarche-là. Je voulais partager ce message-là avec vous. Alors, j'en reviens à la caisse. Pourquoi est-ce que je fais ce lien? Parce qu'en fait, pour une entreprise comme la nôtre, le lien à la mixité, il est à la fois sous l'angle de la valeur ajoutée interne et à la fois sous l'angle de la valeur ajoutée dans la relation avec le client. Alors, sur le plan interne, vous le savez, on a une politique en matière de mixité qui est ancienne et qui est extrêmement active et qui part du postulat que la mixité de nos équipes, c'est quelque chose qui va produire de la valeur. J'ai un parcours RH qui commence à avoir quelques décennies maintenant. Je suis entré en banque, comme on dit, à une époque où les femmes n'y étaient pas, pour le dire très simplement, puisque dans la banque dans laquelle je suis entré, j'étais la deuxième femme cadre de toute l'entreprise. Aujourd'hui, dans une entreprise comme la nôtre, on a près de la moitié, alors on n'y est pas encore, mais on a une bonne quarantaine de pourcents de femmes qui sont par rapport à l'ensemble de la population cadre. Et j'ai vu au fur et à mesure du temps à quel point la progression des femmes et le fait qu'elles prennent un rôle actif dans le fonctionnement de nos entreprises transformait aussi nos entreprises. Je vous racontais, quand on a préparé des choses, que j'ai eu un directeur général qui, lorsque j'ai quitté la banque où j'étais seul membre de, à l'époque on appelait ça un état-major, ça vous donne une idée des bons du sens. Et au moment où je suis parti, il m'a dit: je vais vous regretter parce que je n'aurai plus de femmes dans mon état-major. Et je l'ai regardé un peu surprise en me disant, je m'attendais à ce qu'ils me disent parce que les qualités intrinsèques, tout ça. Non, c'est parce qu'il perdait la seule femme de l'état-major et que de ce fait, alors donc je lui ai demandé pourquoi il pointait ce sujet-là, il m'a dit: en tant que patron, je ne vais plus avoir le même mode de relation sur le tour de table. Donc, mesdames, la première des choses qu'il faut vous dire, c'est que votre seule présence et votre seul genre est transformant. Et ça, dans un monde de transformation, c'est juste extraordinaire. La deuxième dimension, c'est que, alors moi, je fais partie des personnes qui croient à l'égalité en matière de droit, mais pas à l'égalité en matière ni de genre, ni d'individu. Un monde dans lequel on serait tous des clones, quand même, c'est pas très très intéressant. Donc, le fait d'avoir progressivement accompagné les femmes, j'ai envie de dire, dans nos métiers, sur à peu près une vingtaine d'années, c'est aussi quelque chose qui permet aujourd'hui d'avoir une vraie richesse en matière d'identité. Les sujets ne sont pas forcément vus de la même façon. Plus on a de regards différents sur un sujet, plus on va avoir de valeur ajoutée. Le modèle de la pensée unique, le modèle de l'interprétation et de l'exécution unique, il y a des secteurs d'activité, ça peut parfois aider, mais globalement, à part la gestion de crise absolue, j'en vois pas. Par contre, ça donne des options complémentaires, et c'est ça qui fabrique la valeur ajoutée. La valeur ajoutée, c'est la capacité à traduire dans le concret de la diversité qui va donner plus de créativité, qui va donner plus de façons d'aborder les choses et qui va donner forcément des idées différentes et donc des leviers de production de valeur ajoutée différents. Alors ça se traduit par une politique RH, bien évidemment, qui, pour ce qui est de la caisse, est en place depuis un peu plus d'une dizaine d'années, qui continue à s'enrichir tous les ans. Alors une politique RH en matière de la mixité au sein de l'entreprise, concrètement, ça veut dire quoi? Concrètement, ça veut dire de passer par, de temps en temps, des options qui sont des options un peu drastiques, si on veut transformer les choses. Et ça, c'est l'autre élément que je voudrais pointer, parce que souvent, en tant que femme, on peut avoir le sentiment que, pourquoi est-ce qu'on s'occupe de nous en tant que femme?
voilà, je vais m'arrêter là parce que j'ai une histoire autour de ces sujets, mais pourquoi est-ce qu'on... Mais parce que si on veut à un moment donné marquer un cut et opérer une vraie transformation, il faut poser des règles du jeu. Et ça, il faut savoir l'accepter, et c'est pas pour autant qu'il faut se sentir... Parce qu'il y a souvent une mécanique qui se met en place qui est de dire, finalement, si on est obligé de mettre des quotas, c'est qu'on n'est pas capable. Parce que sinon, on y arriverait bien toute seule. Moi, j'ai eu la chance de participer tout au début de cette transformation, toujours dans le métier de la banque, à la création de la première école qui visait à former les femmes au métier de directrice d'agence. Et j'arrivais d'un monde qui n'était pas celui de la banque et où le sujet de la mixité et de la femme chef d'entreprise, entre guillemets, était traité depuis très longtemps. Ça n'avait jamais été un sujet. De facto, je regarde, voilà, je pose quand même la question en disant, mais pourquoi vous voulez faire un truc réservé qu'aux femmes? Elles vont bien être capables de devenir directrice d'agence. Eh bien, c'est là où j'ai compris qu'il fallait de temps en temps faire des choses comme ça. Parce que ça permettait de les chercher. Ça permettait d'aller identifier les femmes qui allaient se sentir dans un cadre où elles avaient la permission, je regarde Isabelle parce que Dieu sait que c'est un sujet dans le réseau des aides dont on parle souvent, ça allait leur permettre de chercher, de trouver un cadre dans lequel il n'y aurait pas de poids social, il y aurait un encouragement sur le fait que oui, elles sont bien capables de prendre ce type de poste. Rassurez-vous, je vous raconte ça commence à dater un petit peu. Aujourd'hui, quand on a un poste de directeur d'agence à proposer dans la caisse, on n'a plus aucun sujet à avoir autant de femmes que d'hommes, voire de temps en temps, selon les endroits, plus de femmes que d'hommes. Donc ceci pour dire que il y a une dimension très positive au fait que les entreprises, mais aussi la société, mettent en place des éléments qui permettent aux femmes j'ai envie de dire, de se prendre en main et d'accompagner la confiance en soi. Parce que des sujets, c'est quand même souvent la confiance en soi. Dans mon rôle de RH, je me suis longtemps interrogée sur pourquoi, quand vous posiez une opportunité, un projet, vous aviez des messieurs, si je prends un parterre comme le vôtre à 55 ans, on propose un projet, j'ai pas fini d'expliquer, j'ai déjà 4 mains du côté des hommes et j'ai des regards un peu interrogatifs du côté des dames. Je caricature volontairement, mais ça a été longtemps le cas de cette façon-là. Le fait de savoir que dans l'entreprise, il y a un cadre, que c'est non seulement permis, mais c'est autorisé, c'est encouragé, et que ça sera quelque chose qui apporte à la trajectoire professionnelle, ça permet d'avoir, ce que j'ai envie de dire, un bas ambiant qui accompagne ces trajectoires. Les règles, elles sont assez simples. Hein, il y a un certain nombre de postes sur lesquels, si on n'a pas 2 candidats, un de chaque genre, on ne regarde pas la dotation du poste. Ça commence par des choses comme ça. On n'a pas mis de quota, mais on a aussi des objectifs, et notamment des objectifs en matière d'encadrement et d'encadrement supérieur. Et là, je passe un message à celles d'entre vous qui sont de l'entreprise, qui sont très jeunes. Donc c'est un engagement de longue date, et c'est aussi un engagement qui permet de répondre à des besoins qui sont liés à notre métier. Nous sommes une caisse d'épargne. Une caisse d'épargne, c'est la banque de toutes les clientèles. Il y a des marchés, il y a des segments de clientèle sur lesquels nous sommes aujourd'hui en développement. Premier élément, au titre de toutes les mixités, hein, y compris la mixité sociale, nous sommes la banque de toutes les clientèles, et donc on a une posture qui est d'être représentatif de toutes nos clientèles. Ça ne veut pas dire qu'il faut mettre des jeunes pour conseiller des jeunes, c'est pas aussi binaire que ça, mais cette mixité, qu'elle soit de genre, qu'elle soit sociale, qu'elle soit de formation, c'est ce qui nous donne une capacité à comprendre nos clients. Et le deuxième sujet sur les marchés sur lesquels nous souhaitons pouvoir nous développer, qui sont sur le plan du métier bancaire des métiers encore très largement, j'ai envie de dire, masculins.
qui sont le secteur du professionnel et celui de l'entreprise, et puis demain celui de l'agriculture. Il est essentiel qu'on ait des femmes qui s'emparent de ces sujets-là. Ne serait-ce que parce que c'est elles qui aussi pourront accompagner d'autres femmes chefs d'entreprise dans de la création de projets. Et c'est comme ça qu'on s'enrichit aussi mutuellement, et c'est aussi comme ça qu'on fait collectivement évoluer la représentation des femmes et de leur rôle dans l'économie. Il y a longtemps que les femmes ne sont plus le deuxième salaire. Il faut arrêter de croire que c'est vrai, ça. Ça, c'est un des gros freins de temps en temps quand on est en projection et en trajectoire. Le monde dans lequel on vit permet aux femmes de prendre des risques, porter un projet, se lancer dans une création d'entreprise. C'est de la prise de risque, et je reviens à mon film, ce qui est très bien traduit, c'est à un moment donné, je prends un risque et je l'assume, c'est-à-dire je trouve une verticalité. Et le dernier point, c'est le travail autour du réseau. Nous avons au sein de la Caisse, vous le savez pour celles et ceux qui sont en entreprise, un réseau qui est bien représenté, mais j'en doutais pas, un réseau féminin. C'est une façon de fabriquer du lien et une forme d'accompagnement qui n'est pas l'accompagnement de l'entreprise, qui est l'accompagnement interpersonnel. C'est l'accompagnement des femmes au service d'autres femmes. C'est la reconnaissance de nos spécificités dans nos histoires à la fois personnelles, mais surtout aussi dans nos histoires sociales. J'entendais là ce matin, en arrivant, l'étude à laquelle vous faisiez référence commence à se diffuser quelque peu dans les médias, et le commentateur expliquait qu'en fait, si on était dans un monde dans un pays dans lequel les femmes arrêtaient de travailler, on serait en destruction économique massive. Donc c'est pas une politique de deuxième salaire. Ouais, il n'y a rien qui me risque plus quand j'entends expliquer que oui, le temps partiel, bah forcément c'est pour les femmes. Forcément, parce qu'on travaille à temps partiel, forcément que pour s'occuper des enfants. Bon. Et vous savez avec quelle détermination on a mis en place un accord au niveau de la Caisse qui pose en premier postulat que c'est ouvert à tous les genres et à toutes les fonctions. Parce qu'aujourd'hui, on est dans un monde dans lequel c'est pas votre présence au travail qui va faire votre valeur ajoutée. On est dans un monde dans lequel c'est votre valeur ajoutée qui va faire la richesse de votre vie professionnelle. Même si on a encore évidemment des contraintes pour accueillir des clients, c'est quand même mieux d'être là. On n'est pas forcément encore au modèle hologramme dans toutes nos agences. Et je ne suis pas sûre que ça soit un projet intéressant. Donc c'est pour ça qu'on est très content d'accueillir d'abord cette séquence. Je suis à titre personnel particulièrement ravi que sur cette séquence, il y ait quelqu'un qui a porté un projet avec, vous connaissez mieux que le vôtre, excusez-moi, mais où on a été à côté en tant que client au démarrage, et qui aujourd'hui, dans le quotidien de celles et ceux, encore une fois, qui sont de la Caisse, qui petit à petit est en train de transformer notre quotidien, n'est-ce pas, et ça fait véritablement plaisir de voir que des projets qu'on peut accompagner, soit comme client, soit comme banquier, qui sont innovants à la fois et qui comportent leur part de risque, petit à petit on les voit grandir dans le groupe, mais je suis sûre aussi à l'extérieur. Voilà. Donc voilà ce que je voulais vous dire. Je pense que l'engagement sur ces sujets-là, nous le partageons toutes et tous. Et le point essentiel, encore une fois, c'est, alors je vais faire un mauvais jeu de mots, mais j'ai quand même envie de le faire, c'est que nous apportons en tant que porteuses de projets et d'actions économiques de la valeur ajoutée, c'est surtout parce que nous valons. Merci beaucoup. Sur cette présentation, on a bien compris, et je pense qu'on est tous d'accord, que quand on a une vision masculine depuis le début des temps sur le monde, ça prend du temps de transformer, mais on est actif et actrice sur ce changement. On a deux témoins
je suis ravie d'accueillir parce que intergénérationnel, des parcours totalement différents, mais tous les deux extrêmement inspirants. Voilà, on en présentait tout à l'heure. Et Claire Jolimont, alors elle a une particularité que j'adore, c'est que Claire a 28 ans, elle a créé son entreprise en 2012 et elle n'est pas du tout passée par la case salariale. Donc, elle est entrepreneur dans son ADN, elle a osé, et c'est vraiment ce qu'on veut dire aujourd'hui. Vous l'avez particulièrement bien aussi spécifié, Christine Guery, c'est que les femmes, pour des raisons évidentes d'héritage socio-culturel dont on a du mal à se débarrasser, il faut le dire, sont leur propre barrage à oser entreprendre dans des projets à l'intérieur de l'entreprise, mais aussi à créer leur propre entreprise. Donc Claire, je vais vous donner la parole, vous expliquiez très rapidement quel est votre cœur de métier avec Pinkflow, puisque évidemment l'intérêt c'est que vous nous racontiez votre parcours, vous nous racontiez l'histoire, et puis le fameux passage des 3 ans quand on crée son entreprise, qui ne doit pas être effrayant, bien au contraire. Bonjour, je suis ravie d'être parmi vous ce matin. Donc oui, je n'ai pas eu d'expérience en amont et au final ça n'a pas forcément été un blocage parce que du coup on arrive dans un monde avec des yeux neufs, ouverts et justement avec l'envie de changer les choses et de l'adapter surtout à son profil. Du coup, Pinkflow représente un peu ce modèle. Alors on est une start-up, on est basé à Villeneuve-d'Ascq, donc pas très loin d'ici, et on est spécialisé dans le management visuel digital pour vraiment les équipes opérationnelles sur le terrain. Alors je pense que ça ne parle pas forcément à tout le monde. L'idée c'est qu'on puisse justement simplifier l'accès à l'information des collaborateurs pour soit d'un côté les aider à mieux collaborer parce qu'ils auront accès à l'information, mais aussi les aider à améliorer leur performance pour avoir plus de réactivité justement par accès à cette information qui existe dans l'entreprise, qui est partout et qui est souvent mal utilisée. Donc à partir de là, on développe des solutions logicielles pour justement équiper les équipes. Et c'est, pour ceux qui connaissent le management visuel, c'est un outil qui est issu du lean management, du monde industriel. Ça a été notre première industrie, premier client. Donc on a commencé dans le monde automobile et aéronautique. Alors quand on a 22 ans, c'est aussi un beau challenge. Et depuis 2014-2015, on a eu l'opportunité d'ouvrir un nouveau secteur, et ça a été la volonté dès le départ, d'entrer dans le monde du tertiaire, parce que même sans expérience professionnelle, le peu d'entreprises que je rencontrais, je voyais des méthodes qui me semblaient un peu soit très anciennes, encore au management papier, et je me dis, tu peux apporter des choses. Et pour le coup, la Caisse d'épargne de France a été aussi le premier accélérateur sur cette partie-là, et on a lancé le management visuel dans un contexte qu'on appelle l'office, donc dans le tertiaire, au sein des banques, mais aussi au sein des directions informatiques et au sein de tous les sièges. Voilà pour Pinkflow. Une présentation pour ceux qui ne connaissaient pas. Alors, en 2012, vous vous lancez avec votre frère. Vous n'hésitez pas, et vous m'avez bien expliqué, quand on a un projet qui nous ressemble, on fonce. Mais est-ce que vous pensez aussi que c'est votre génération qui fait qu'on ose plus facilement, ou bien qu'on a ça dans son ADN? Et pour celles qui n'osent pas encore se lancer, qui auraient des freins, quels seraient les conseils que vous pourriez donner? Je ne sais pas si c'est générationnel, parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que l'entrepreneuriat se développe dans notre génération, mais tout le monde n'est pas forcément sensible ou n'a pas forcément encore les leviers pour y aller. C'est vrai que c'est une aventure familiale, le Pinkflow, puisque j'ai débuté avec mon frère qui a un profil technique, profil informatique, donc on est très complémentaires. Parce que moi, j'ai un profil issu d'une école de commerce. J'ai fait l'IESEG à Lille, avec un double diplôme en finance en Allemagne. Mais du coup, aucune compétence terrain et aucune compétence dans l'informatique. Et on a aussi bénéficié de l'expertise de notre papa, qui est entrepreneur et expert du monde industriel, qui a pu nous donner beaucoup de ses problèmes, en fait. Et nous, ça nous a aidé à imaginer des solutions. Et justement, je pense que j'avais préparé un peu cette intervention dans le sens où je me suis dit, j'ai fait un peu une rétrospective du parcours, et je me suis dit, ça a été pas le parcours du combattant, c'est plutôt le parcours de l'aventure, de l'aventurière. Et c'est vrai qu'il y a eu des jalons à chaque étape. La première, ça a été l'ouverture, parce que quand on ne connaît pas, qu'on a un peu la naïveté sur le monde, je me suis dit, il faut qu'on s'inspire, qu'on ait des méthodes, et qu'il faut se former. Et
ça, je pense, c'est valable pour tout le monde, à n'importe quel âge, à n'importe quelle partie. Quand on ne sait pas, il faut juste apprendre. Et la première étape, ça a été de se renseigner sur ce qui existait. En 2012, on parlait déjà de la Silicon Valley, du monde de l'entrepreneuriat, du monde du digital. Et j'ai trouvé qu'il y avait un appel à projet à la technologie pour partir à Stanford. C'était un programme innovation et entrepreneurship. Ça a duré 2 mois et j'ai jamais autant appris que de toutes mes études. Donc ça a été vraiment un révélateur. Et en plus, j'ai gagné l'appel à projet et j'ai été financée pour la première fois par la caisse d'épargne qui nous a permis de lancer le projet et d'être incubée vers la technologie. Donc cette ouverture sur le monde, c'est toujours été là. Je suis partie aussi dans le contexte en Israël, qu'on appelle la Startup Nation, où j'ai pris plein d'idées, plein de méthodes, plein de beaux rôles modèles qui m'ont inspiré au départ. Et après, en fait, ça a été la construction de l'écosystème, qui est ultra important, et ça, je pense aussi, est valable dans n'importe quel profil, même aussi au niveau en entreprise, parce que l'écosystème, c'est ce qui va vous permettre de construire un réseau, qui va vous permettre d'avoir des leviers, des connaissances, et aussi, là, ça a été le rapprochement avec des réseaux d'experts, qui vont nous apporter des compétences sur les sujets qu'on ne maîtrise pas, des entrepreneurs qui nous présentent des modèles, qui nous présentent des choses qui ont marché et pas marché, et aussi les financements. Et à partir de là, on a pu aussi construire un modèle. On a créé notre premier business plan qui a été validé, qui a été crédible. Parce que la première partie, c'est à un moment où on arrive dans un marché, on ne connaît pas grand-chose et les gens ne font pas forcément confiance, donc il faut pouvoir mettre les bonnes mains. Et à côté de ça, on s'est fait accompagner. Et là, pour le coup, j'étais vraiment très ravie de tout ce qui existe en région. On a un réseau très dynamique qui se parle bien entre toutes les parties prenantes. J'ai été accompagnée par LMI, c'est l'île Métropole Innovation et le réseau Entreprendre, qui nous ont aussi permis d'avoir des premiers financements pour faire effet levier auprès des banques. Parce que c'est vrai que les banques, aujourd'hui, sont très en phase avec l'entrepreneuriat, mais ça reste des sujets qui sont risqués, qui ne sont pas forcément faciles à financer. Et donc, ces réseaux d'accompagnement permettent aussi de faire un effet levier avec un apport en fonds propres qui vous permettent de financer plus facilement et encore donner un gage de crédibilité, je pense, au projet. Et ça permet surtout aussi d'avoir un premier mentor qui va nous accompagner sur la définition du projet, quand il faut commencer à imaginer comment on va vendre notre projet, comment on va déterminer le modèle de prix, toutes les questions du départ. Et ensuite, ça a été au niveau de l'accompagnement, de partir sur la partie financement, boucler un plan, pouvoir faire les premiers recrutements et construire une entreprise. Donc ça, on l'a plutôt bien fait. Et après, la dernière partie, c'est enfin de valider l'adéquation produit et marché, parce que sans ça, on ne passe pas le cap des 3 ans. Et là, c'est essentiel de savoir faire ses preuves, savoir convaincre, savoir vendre. C'est une nouvelle partie. Et là-dessus, on a plutôt bien réussi à faire nos preuves autant dans le monde de l'industrie et dans le monde de l'office, qui nous a permis derrière d'avoir un accès au financement un peu plus poussé, parce qu'à partir des 3 ans, si on veut accélérer, il faut aussi lever les freins de l'extérieur, et là on est parti sur la levée de fonds. Alors c'est un sujet qui nous a fait peur dès le départ, parce que ouvrir son capital à des investisseurs, potentiellement perdre le contrôle, du moins dans la tête, pas forcément au niveau des chiffres, mais dans la tête, ça n'a pas été facile. Et là j'ai eu la chance d'avoir un programme de mentoring qui m'a coaché au bout des 3 ans. Et c'est vrai que sur la première partie de la création, aujourd'hui, il y a plein de réseaux, il y a plein d'accompagnements qui vous poussent à y aller. Par contre, après, on se retrouve un peu seul. Une fois que ça commence un peu à marcher, on se dit, ok, mais maintenant, qu'est-ce que je fais? On a plein de gens qui arrivent, pas forcément tous bien intentionnés. Le choix de l'investisseur est aussi crucial parce qu'en fonction des fonds, on a vraiment toute stratégie et il faut savoir où vous voulez aller et être vraiment sûr du modèle que vous voulez donner à votre entreprise pour qu'elle reste et qu'elle vous ressemble toujours après les 3 ans. Et donc ça a été le pari de l'année dernière. Donc du coup, on a fait une levée de fonds d'1,5 million. On a décidé de rester en région avec des fonds régionaux. On s'est encore fait aussi accompagner. Et aujourd'hui, tout mon sujet, ça va être de lancer cette croissance, de lancer vraiment le modèle de l'étape d'après, lever les freins psychologiques qui peuvent se dire j'arriverai pas, j'ai pas les compétences, je sais pas comment faire. Et c'est pas facile au quotidien et on ne soupçonne pas forcément qu'on est aussi autocensuré dans sa tête. Et c'est justement en reprenant la boucle du départ avec l'ouverture d'esprit, l'accompagnement et le mentoring, je pense qu'on peut s'en sortir. Vous dites quelque chose de très juste, c'est pas parce qu'on est entrepreneur qu'on est seul
Et il ne faut pas hésiter à se faire accompagner, à se faire mentorer, à se faire aider, parce qu'on ne peut pas avoir toutes les compétences, et ça c'est à n'importe quel âge. C'est-à-dire, vous êtes lancé directement dans l'entreprise, et on sent bien qu'un parcours de salarié ne vous a absolument pas manqué, mais il faut avoir la lucidité de se dire que seul on ne peut pas, on ne peut pas être à la fois faire de la communication, chercher des fonds d'investissement, faire de la comptabilité, être innovant sur son secteur. Il faut vraiment être accompagné et mentoré la plupart du temps. Alors vous parliez des barrages, ça me donne l'occasion de pouvoir vous présenter Sylvie qui va nous raconter son parcours. Pourquoi le barrage me fait penser, l'auto-barrage bien sûr qu'on peut avoir au parcours de Sylvie, parce que Sylvie Chenel, qui dirige aujourd'hui Alterios, qui est une entreprise de service, vous allez nous expliquer qu'il y a aujourd'hui presque 500 salariés, est arrivée un petit peu par hasard à la tête de cette entreprise, et c'est par le biais d'une rencontre, et vous m'aviez expliqué au téléphone que c'était assez surprenant pour vous qu'on vous propose ce poste-là, que finalement, ça vous avait permis de vous rendre compte de vos capacités managériales et de vos capacités tout court. Et que ce poids qui nous porte souvent sur les épaules, je ne serais pas capable, il n'y a pas forcément de nous, on n'est pas avec ça, on est tous égaux, comme vous l'expliquiez tout à l'heure, la différence n'est pas l'inégalité. Et ça, c'est ce parcours est tout aussi inspirant, celui de Sylvie, parce que il force les choses dans le sens où retirons ce poids qui nous pèse sur les épaules et qui parfois nous donne une mauvaise image. Oui, il faut vraiment le mettre près de la bouche. Bonjour à tous. Donc moi, aujourd'hui, je vous parlais un mot d'Alterios. Donc le groupe Alterios, c'est à peu près 500 personnes. Nos trois activités essentielles, c'est la dématérialisation de documents, centre d'appel, conditionnement. Et à côté de cette entreprise adaptée, je gère également une entreprise d'insertion, une entreprise de travail temporaire d'insertion. Au total, on est à peu près 500 personnes. Donc vous aurez compris, je suis dans l'économie sociale et solidaire à fond et depuis que je baigne dans l'entreprise. Alors moi j'ai un parcours complètement atypique, comme disait madame, je me retrouve chef d'entreprise sans vraiment l'avoir voulu, mais parce que quelqu'un m'a fait confiance un jour. Mais le hasard de la vie, quelquefois, on fait de très belles rencontres. Moi je suis d'un milieu, mon grand-père était médecin, mon père était médecin, mon ex-mari était médecin, mon beau-frère médecin, ma belle-sœur infirmière. Enfin, nous ne connaissions que le médical ou paramédical dans la famille. Et c'est vrai que en tant que pharmacien, je me consacrais plus à mes carrières hospitalières. Et après mes études et quelques années à l'hôpital, je me suis arrêtée, j'ai fait 2 enfants, donc mesdames, c'est tout à fait compatible d'être chef d'entreprise et être mère de famille, avec 2 filles fort épanouies, fort réussies, je trouve. Ensuite, je travaillais au centre antipoison. C'était extrêmement stressant parce que vous faites de la médecine urgentiste et je m'étais dit, bon, je vais peut-être pas trop continuer parce que c'est vraiment trop stressant. Et quand on est pharmacien, on n'est pas médecin, donc il me manquait quand même quelques billes pour faire ce travail en toute sérénité. Un soir, je dîne avec 2 amis qui étaient pharmaciens dans l'industrie pharmaceutique. Et je leur dis, bon, j'ai envie de changer, si vous avez vent d'un poste dans l'industrie pharmaceutique, je suis partie. Et puis elle me rappelle quelques semaines après en me disant, voilà, écoute, il y a une association qui veut monter un laboratoire pharmaceutique pour faire du conditionnement pour le compte des grands laboratoires de France, avec des personnes handicapées. Le sujet est complètement abracadabrant, mais si tu veux aller voir, va voir. Et je suis allée voir, et à ma grande surprise, ma candidature les a intéressés. Donc c'est là que je dis, il y a une personne qui m'a fait confiance, je n'avais jamais fait d'industrie, je n'avais dans ma famille pas de personnes handicapées, donc je ne peux pas côtoyer ce public un petit peu différent. Et ils m'ont fait confiance et je me suis lancée. Donc vous imaginez un atelier quasiment vide, on vous donne 4 personnes et on dit vas-y Mathilde. Donc j'ai quand même commencé par faire 6 mois de formation dans un gros laboratoire pharmaceutique américain qui était sur Clermont, où je me suis formée à la production, à la formation et j'ai démarré l'activité.
activité, en sachant que comme on avait travaillé pour des labos américains, il fallait d'abord définir tout le mode opératoire, la façon dont on allait travailler. Et la personne m'a fait confiance, j'ai relevé les bras et j'y suis allée en connaissant pas grand-chose, si ce n'est avoir une vraie motivation d'y arriver. Donc j'ai fait de la production, de la formation, de la qualité, j'ai fait cariste. Parce que vous voyez, quand on est dans une petite structure, de toute façon, il faut accompagner les gens qui sont avec vous, mais il faut tout faire. Donc j'ai réglé des machines, alors je suis un collab sur le réglage des jetons, des fardeleuses, des étiqueteuses qui ne servent absolument à rien aujourd'hui, je vous rassure. Mais n'empêche que c'est l'envie d'y arriver aussi, puis on m'avait confié une responsabilité, j'étais à la fois pharmacien responsable et co-gérante, on m'a confié la responsabilité de donner du travail à des personnes, et donc j'ai relevé le défi, et j'ai appris petit à petit tous ces métiers. J'ai connu également le passage 3 ans extrêmement difficile, où nos premiers clients ont commencé à externaliser, ont sous-traité le conditionnement de leurs médicaments, on va dire offshore, comme on dit. Et l'entreprise, le Labo Pharma, a failli fermer. Donc, avec mon co-gérant me dit, écoute, je te donne 6 mois pour trouver d'autres clients, autrement on ferme. Là, je me suis sentie très triste. Et donc, j'ai pris mon bâton pèlerin et je me suis mis à faire du commercial. Ça, c'est encore une nouvelle activité pour moi. Commercial, c'est un métier pas facile. J'ai eu quand même beaucoup de mal à faire du commercial. Et puis, des clients, plusieurs laboratoires m'ont fait confiance. Et on a pu repartir. Et aujourd'hui, le laboratoire, c'est presque 150 personnes. Il y a 5 pharmaciens, tout va bien. Et puis, je me suis occupée de ce labo pendant 10 ans. Moi, si j'ai un conseil à vous donner, une femme, c'est on m'a fait confiance, mais il faut se faire confiance aussi. Et en bossant, parce qu'il faut bosser, incontestablement, il faut travailler, il faut être curieux, mais on peut tout apprendre. Je vous promets, on arrive à tout apprendre. Et ce qui a fait aussi le bonheur de ma carrière professionnelle, c'est que j'ai vu beaucoup de facettes de l'entreprise. Et puis, 10 ans après, le directeur général du groupe, parce qu'on était plusieurs, il y avait 3 URL, et puis une association, m'a proposé de me confier la direction générale du groupe. Donc, j'ai pris cette direction générale du groupe. J'ai demandé une formation, de prise de parole publique, j'espère que ça me sert aujourd'hui, parce que se retrouver dans des amphis, on était 400 salariés, donc c'est encore autre chose, c'est un autre métier de communiquer, de manager, non plus faire moins, mais plus manager et coordonner ses collaborateurs, c'est aussi un autre métier, et ça s'apprend aussi. J'ai pas dû trop mal réussir parce qu'on m'a fait confiance. Bon, et puis, on est passé de 250 à 400 salariés quand je suis partie. Donc, j'ai beaucoup apprécié aussi cette phase de je quitte le faire et je coordonne mes collaborateurs, je donne du sens au travail de mes collaborateurs et je responsabilise aussi en ayant un management, je pense, toujours bienveillant, constructif, collaboratif. Alors là, on parle en ce moment d'entreprise libérée. Excusez-moi, moi ça me fait un peu marrer. En tout cas, je n'ai toujours pas compris, c'est libéré de quoi moi, j'y crois pas trop. Par contre, une entreprise collaboratrice où chaque collaborateur et sa part de liberté et sa part de responsabilité, mais ayant bien conscience de ce que ça représente pour lui, je trouve que c'est extrêmement instructif. Et puis, après 10 ans, il se trouve que j'ai connu mon mari et on faisait des trajets vite Clermont-Ferrand, vite Clermont-Ferrand, vite Clermont-Ferrand. Donc, pendant 12 ans, on s'est la richesse de la SNCF et de France. Et mon mari, donc, est le créateur d'Alterios et il a décidé de prendre sa retraite. Et le conseil de surveillance a dit, et pourquoi
Sylvie ne prendrait pas ton relais, puisqu'elle sait gérer une entreprise, elle sait gérer cette entreprise particulière qui est une entreprise adaptée, donc avec plus de 80% de personnes fragilisées par un handicap. Pourquoi tu ne lui proposes pas de venir dans le Nord? Difficile. Décision difficile, je l'avoue, pour lequel j'ai pris 1 an de réflexion pour dire est-ce que je viens pas dans le Nord. Je me suis dit, bon, c'est plus raisonnable de venir dans le Nord. Mais là aussi, un nouveau challenge. Mais j'en étais plus près, je dirais. Et en me faisant confiance, je me suis dit, allez, j'y vais, je pars avec une nouvelle équipe et je pars sur de nouvelles activités. Donc, encore une fois, mesdames, il faut oser. On prend des risques mesurés aussi, hein, on ne va pas non plus à faire n'importe quoi. Hein. On gère aussi raisonnablement ce qui fait plaisir à nos banquiers, en bonne mère de famille. Mais il faut oser se faire confiance. Voilà. Je pense que il y a des moments difficiles, je ne vais pas vous dire que c'est un parcours où chaque fois tout est bonheur, tout est soleil, etc. Il y a des moments extrêmement compliqués où on baisse un peu les bras parce que ça ne marche pas exactement comme on veut. Mais globalement, je trouve qu'on arrive toujours à rebondir si on a une vraie volonté, on arrive toujours à s'en sortir. Je me rappelle le monsieur qui m'avait fait confiance, il m'avait dit, tu sais, quand il a fait le choix du commercial, tu sais, j'ai jamais fait une action commerciale qui ne finisse pas par aboutir. Et des fois, ça met du temps. Ça met du temps. Mais des fois, c'est vrai, j'ai fait des salons que les clients sont venus me voir 4 ans après. Bon, parce qu'on avait peut-être aussi un vrai service à leur apporter. Mais je pense qu'il faut toujours garder confiance aussi, parce que le travail qu'on fait, si c'est un travail qui est bien fait, si c'est un travail qui est fait avec beaucoup de cœur, ça finit toujours. Bravo, bravo. Merci. Alors moi je vais dire à une dame aussi, parce que je lui écoute avec ma fille, par exemple, ne négligez pas votre vie familiale. Hein, parce que si on veut être bien dans sa peau, eh bien, il faut prendre le temps et on peut bosser, on peut gérer une entreprise, on peut développer une entreprise en ne négligeant pas ses enfants. Hein, ça, je pense que c'est indispensable de prendre du temps et du bon temps avec ses enfants. Merci beaucoup. Donc on le sent, confiance mais des deux côtés, hein, confiance en soi et puis rencontrer aussi sur son parcours des gens qui vous font confiance et la prise de risque. Il ne faut pas en avoir peur. Hein. Vous disiez c'est pas toujours facile. Mais si on fait un parallèle avec la vie qui n'est pas un long fleuve tranquille, on connaît tous la phrase. L'entreprise c'est pareil. Quand on décide d'entreprendre, on entreprend dans sa vie, on entreprend dans la création d'un projet. Le risque il est inhérent à ce genre d'entreprise. Et ça vaut souvent le coup, en tous les cas, vous en êtes toutes les trois la preuve vivante. Peut-être que Christine, vous avez un mot à ajouter sur ces deux parcours qui sont différents mais qui se rejoignent en tous les cas, avant de donner la parole à la salle pour pouvoir échanger et faire part de vos sentiments et surtout qu'on puisse répondre à vos questions parce que nous avons là 2 personnes qui vont pouvoir y répondre. Moi, ce qui me frappe à chaque fois, c'est quand même quel que soit le secteur d'activité, quelle que soit la génération, c'est des points communs qu'on peut avoir dans la façon de regarder en fait les histoires et les trajectoires. Et cette envie qu'on sent de partager cette expérience, de partager ce qui est toujours une expérience de vie, hein, un projet de ce type-là, c'est une expérience de vie aussi. Et c'est une dimension qu'on a beaucoup moins lorsqu'on a des chefs d'entreprise masculins qui interviennent pour présenter leur entreprise. C'est-à-dire le spectre n'est pas le même, c'est pas l'enthousiasme, parce que quel que soit le projet, il faut y croire. Mais il y a une dimension qu'on retrouve systématiquement lorsqu'on a des aventures, pour reprendre
le terme que vous évoquiez, qui sont portés par des femmes. La Caisse est partenaire depuis un peu plus de 20 ans maintenant de Elle-Crée. Donc Elle-Crée, c'est un autre réseau, puisque c'est un réseau de femmes chefs d'entreprise et de femmes porteuses de projets de création d'entreprise, et qui récompense tous les ans différents types de projets. Et j'y retrouvais la même énergie, l'envie de faire des choses et de les faire à notre façon. Et c'est ça que j'ai vraiment envie de saluer, c'est que je reviens à ce que je disais tout à l'heure, la valeur ajoutée, elle est dans la différence et dans la spécificité. Donc, il ne faut jamais essayer de vouloir faire comme ce qu'on n'est pas. Il faut être soi-même, en levant, c'est l'autre grand constant de tous ces propos, en levant cette croyance, qui est une croyance sociologique, qui est de deux ordres. Je ne vais pas être capable. Je ne dis pas que toutes les femmes doivent faire des thérapies, ce n'est pas du tout le sujet. Il suffit de savoir que quelque part, les petites filles se retrouvent avec ce sac à dos-là, je vais dire comme ça, sans intention de personne. Et la deuxième chose, et je vous remercie d'avoir pointé le sujet véritablement, vraiment, la vie de famille, parce que ça c'est un autre grand stéréotype. La vie de famille et la réussite professionnelle ne sont pas antinomiques, en aucun cas. Et s'il y a une grande injustice, je vais le dire comme ça, sociale aujourd'hui, enfin plus sociologique que sociale, c'est lorsque, à un moment donné, vous avez réussi votre projet. Alors je pense que vous êtes à un âge où on ne vous le dira pas, mais pour les femmes de ma génération, et on est un certain nombre, on s'est tout un jour entendu dire que forcément, si on avait réussi, c'est qu'on ne s'était pas occupé de sa famille. Et ça, c'est violent. Donc il faut savoir qu'on peut rencontrer ça, parce que j'ai jamais entendu un homme à qui on reprochait ça. Je suis d'accord. Et donc, ça fait aussi partie de la préparation mentale qu'il faut savoir avoir, parce que ça fait partie de notre bagage féminin, ce qui est spécifique, même si nous avons. Voilà, le message que j'ai envie de faire passer, c'est ça. Ayez confiance. Je pense qu'on a essayé de vous montrer que c'est une des grandes clés. Ayez confiance en vous, ayez confiance dans les autres. Et pour le reste, vous avez tous les moyens, tous les atouts pour pouvoir avancer. Ça ne veut pas dire réussir, c'est pas grave, ce qui est important, c'est d'oser. Je reprends. On ne réussit pas à tous les coups, mais personne ne réussit.